Merci beaucoup, M. Bégin, de m'avoir invité à ce séminaire. Merci pour l'introduction. Extrêmement gentil. Toujours un plaisir de revenir à l'Université Laval. Comme vous l'avez dit, j'ai fait mes études de premier et deuxième cycle ici, avant de partir au doctorat. Donc, on va essayer de poser un regard éthique sur une activité de la finance, un domaine de la finance maintenant, qui s'appelle le trading haute fréquence. C'est un sujet inhabituel pour une commission de l'éthique en sciences et en technologie. On s'intéresse davantage sur ces commissions-là aux sciences de la vie, au domaine de la santé, au domaine de l'environnement. Je vais vous expliquer d'abord la motivation de la commission. Alors ça, c'est un extrait de l'introduction du projet d'avis qui va servir de support à cette présentation-là. La mission donc de la CEST, la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, est d'instaurer une réflexion sur les enjeux éthiques associés à l'activité scientifique et technologique et de favoriser un débat public éclairé sur ces questions. En tant que nouvelle technoscience, je pense que ça, c'est une réalité. La finance est une technoscience maintenant, en ce sens qu'elle utilise les technologies d'information, les sciences de l'informatique, les mathématiques appliquées, même la physique mathématique, etc. C'est ce qu'on entendrait par une technoscience, naturellement. Bon, elle occupe une place en plus grandissante sur les marchés financiers et une influence de plus en plus forte sur nos vies. Donc, ça se situe dans le périmètre d'intérêt de la Commission. Alors, la Commission a abordé ce sujet-là, donc, en vue d'analyser, d'identifier des enjeux éthiques, mais sans, j'espère, en tout cas, sans biais, sans tendance. Il s'agit pour nous de bien baliser le domaine pour un peu comprendre, effectivement, quels sont, s'il y a lieu, les enjeux éthiques qui se posent, éventuellement faire des recommandations. Comme vous le verrez, il y en a quelques-unes à la fin. Alors, pour vous expliquer le processus, d'abord, il a fallu convaincre les commissaires de l'opportunité de se lancer sur ce sujet-là. Plusieurs étaient assez sceptiques. Mes collègues sur la commission, notamment les médecins, disaient « Mais qu'est-ce qu'on va aller foutre là-dedans? Finance. » Pourtant, effectivement, c'est une technoscience, et une technoscience avec un impact important sur la vie de tout le monde. Maintenant, les commissaires sont tous enthousiastes. Le rapport n'est pas encore adopté. Il le sera au mois d'avril. Ce qu'on fait, là, généralement, quand on travaille sur un sujet technique comme celui-là, comme tous les sujets, on constitue ce qu'on appelle un comité de pilotage, c'est-à-dire que un ou deux commissaires, dans ce cas-ci moi-même, prennent charge d'un groupe de travail où sont invités des experts. Alors, dans ce cas-ci, c'était des experts du domaine de la finance, des éthiciens aussi intéressés par le sujet, et puis des gens de l'industrie qui ont bien voulu participer à nos travaux. Certains sont venus sur une base ponctuelle nous faire des présentations, mais autrement, ça a été un travail. Il y a eu plusieurs journées qui ont été consacrées à travailler là-dessus pour en arriver à une compréhension, justement, raisonnable d'un domaine sur lequel personne au niveau de la Commission, moi compris, sommes experts, et puis pour en arriver aussi à un éclairage éthique qui soit, on l'espère en tout cas, pertinent. Alors, donc, les travaux du comité de pilotage sont terminés. Actuellement, le rapport, et c'est pour ça que ça tombe très, très bien que je présente ici aujourd'hui, le rapport est soumis à des lecteurs externes qui vont nous faire des commentaires. Ceux-là n'ont pas participé à nos travaux, sont neutres. Deux experts donc, de la finance au niveau international et un expert de la réglementation financière. Parce que ce qu'on veut faire aussi dans ce rapport, c'est essayer de compléter, il nous est apparu qu'il y avait un fossé entre ce que la réglementation financière peut contribuer, ce que le marché lui-même peut, les problèmes qu'il peut résoudre en s'autorégulant, et peut-être éventuellement une contribution à ce niveau-là de l'éthique pour un peu faire le pont entre les deux. C'est un peu notre objet. On veut évidemment créer de la valeur avec ce rapport. Donc, on était au stade, donc, effectivement, c'est tout à fait pertinent. Je serais heureux d'avoir vos commentaires parce qu'on est vraiment au stade de soumission des idées, du contenu du rapport à des experts externes. Ceci fait, au mois d'avril, le rapport sera ensuite présenté au commissaire pour approbation des recommandations qui sont faites et ensuite, ça suivra le processus au niveau du gouvernement pour la révision des textes, la lecture, etc. Il devrait être publié normalement au mois de juin. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais remercier David Hughes. David est un membre permanent il est sur le personnel de la commission. David est un doctorat, je pense, mais en pharmaco.
Pharmacoéconomie, voyez-vous. Donc, c'est très pluridisciplinaire au niveau de la commission. Et David était en quelque sorte le secrétaire de tous les travaux, l'organisateur de tous les travaux sur le comité de pilotage. Le texte, le rapport lui doit beaucoup, donc je suis content qu'il vienne ici. Puis en même temps, David va sûrement prendre des notes sur tout ce que vous direz pour enrichir notre rapport, donc rien ne sera perdu. Voilà. Alors, sans plus tarder, donc, je rentre dans le vif du sujet. Ce dont je vais parler d'abord, c'est très, très brièvement, puisqu'on s'adresse à des gens, rappelez-vous, même au niveau de la commission, pour mes collègues de finance, vous savez tout ça, mais au niveau de la commission, des gens qui ne connaissent pas, c'est des gens très pointus. Hein. On a au niveau de la commission 2 médecins, on a un physiologiste, on a une journaliste scientifique, on a des éthiciens, bien sûr, etc. Alors, il faut commencer par le début. Je vais juste, marché financier, résumer, grosso modo, leur rôle. Ensuite, entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le trading haute fréquence? Quels sont les effets du trading haute fréquence? Ce qui nous permet donc, ensuite, une fois qu'on en connaît ou qu'on a saisi les effets potentiels, de pouvoir éventuellement saisir les enjeux éthiques et puis faire des recommandations basées là-dessus. D'accord? Ça, c'est donc l'agenda pour maintenant. Donc, les marchés financiers, rapidement. Bon, un marché, c'est un lieu de rencontre entre vendeurs et acheteurs. Les marchés financiers sont des lieux physiques ou virtuels où se négocient des instruments financiers. Donc, ce qu'on transige, ce sont des instruments financiers qui sont des titres ou des contrats financiers, alors de différents types, hein, actions, obligations, contrats à terme, produits dérivés, etc. Bon. Ce qu'il faut comprendre, et derrière ça, ce qui est important, c'est que le marché financier a deux rôles fondamentaux, deux fonctions fondamentales, l'allocation des capitaux et le partage du risque. D'accord? Bon. Alors, ça, tout de suite, ça devrait suggérer qu'on n'entre pas dans le sujet de façon tendancieuse. On essaie de comprendre ce dont on parle et de pouvoir faire des recommandations qui sont pertinentes. Au niveau de la commission, on a discuté un peu, à un moment donné, avec les commissaires. Il était question d'avoir une introduction beaucoup plus générale où on aurait même remis en question la finance, etc. Bien, j'ai dit, écoutez, on ne fait pas ça pour nos rapports sur la médecine. On ne commence pas à parler de médecine alternative, puis d'acupuncture, etc. On se centre sur le sujet, la finance, qu'est-ce que c'est, la technoscience, et en l'occurrence ici, le trading haute fréquence, et puis bon, on en discute de façon très, très concrète. Bon, c'est très important de relever les deux fonctions principales parce que ça va faire partie ensuite de nos réflexions au niveau éthique, surtout en ce qui concerne le partage du risque, hein, parce que quand on parle de partage du risque, là, on est plus familier, ça parle plus aux commissaires aussi parce qu'on a beaucoup travaillé, par exemple, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement. Ce qu'on veut éviter, par exemple, c'est qu'un risque soit infligé à des gens qui n'en sont pas les auteurs de ce risque-là. On parle du risque systémique dans ce contexte-là, ou de certains risques qui ne sont pas... Et ça, c'est une question éthique. On ne veut pas infliger du risque à des parties qui n'en sont pas les générateurs, qui n'ont rien demandé, quoi. D'accord? Bon. Voilà. Alors, ces fonctions sont soutenues par des mécanismes... Ah, c'est un peu coupé, malheureusement, la présentation. Il y a deux mécanismes qui soutiennent ces fonctions-là. Premièrement, des mécanismes, et c'est très important au niveau du trading en fréquence, de dissémination d'informations. Et deuxièmement, des mécanismes de ce qu'on appelle de découverte des prix ou d'agrégation de cette information-là. Okay? Et ça, c'est très important de comprendre quand on étudie le marché financier, c'est que ce n'est pas uniquement de l'investissement comme tel, il y a aussi beaucoup d'échanges d'informations qui se fait sur ces marchés-là. C'est un peu le rôle du marché financier, c'est de faire circuler de l'information, de la disséminer, de l'agréger. Et l'agrégat principal, c'est bien sûr le prix. D'accord? OK. Alors, les critères de qualité des marchés financiers, vous connaissez, donc il y a la question de la liquidité, c'est-à-dire la possibilité de retirer, d'accéder à des capitaux, l'efficience en termes d'allocation des capitaux, et oui, les bas coûts de transaction. D'accord? Alors, les coûts de transaction, il y a des coûts directs, hein, explicites, comme des frais d'administration, des frais de bourse. Il y a des coûts aussi qui sont de nature un peu plus indirecte et qui ont trait à justement la découverte des prix, la recherche d'informations, éventuellement aussi, et on y reviendra, certains aspects liés à la mise à jour de stratégies, parce qu'il y a des comportements très stratégiques là-dessus qui peuvent entraîner donc des coûts de transaction pour les acteurs. Les principaux acteurs, il y a les émetteurs, bien sûr, les vendeurs, les investisseurs, les opérateurs de marché, ce qu'on appelle les traders, d'accord, qui, eux, vont
aller exécuter les ordres, les courtiers qui sont des intermédiaires entre les traders, les demandeurs, et puis les plateformes de négociation, donc les bourses, etc., les marchés de gré à gré. Il y a aussi les fournisseurs d'informations qui sont très importants. D'accord? Là, je parle de manière très générale. Hein, je ne suis pas encore dans le trading haute fréquence. Le trading haute fréquence a des caractéristiques particulières et aussi, il y aura de nouveaux acteurs. C'est un peu dommage que ce soit coupé, par exemple. Je pense que je me demande si j'en perds pas des bouts. Juste une seconde. En tout cas, ça devrait aller. Voilà. OK. Donc, on entre dans le trading haute fréquence maintenant. D'accord? C'était très bref sur la finance. Alors, quelles sont ses principales caractéristiques? Il y en a 4. Premièrement, la prise de décision, elle est automatisée et les ordres transmis aussi. Bon, ça, ce n'est pas spécifique au trading haute fréquence, c'est spécifique à ce qu'on appelle le trading algorithmique, d'accord, qui est automatisé, etc. Ça existe depuis déjà un certain temps. Ce qui rend la chose obligatoire dans le trading haute fréquence, c'est la vitesse d'exécution. Hein, les ordres sont transmis, exécutés, c'est de l'ordre des microsecondes, des millisecondes, etc. C'est très, très, très rapide. La transmission se fait par, on l'évoquera tout à l'heure, par fibre optique, etc. Donc, c'est la vitesse de la lumière. Voilà. Et on en est, en fait, à des limites physiques maintenant. Il a d'ailleurs fallu réguler là-dessus, hein, réguler la distance. La distance, une distance, si vous voulez, minimale pour empêcher qu'il y ait une espèce de surenchère, une rente de situation. Les entreprises étant situées le plus près possible des lieux de transaction avaient un avantage au niveau de la vitesse parce que l'ordre arrivait plus vite. C'est assez fascinant de voir ça. Le volume important aussi des messages envoyés et des transactions exécutées. On parle de gros volumes pour que ça vaille la peine. Et dernièrement, très important aussi, la détention de très courte durée des positions. Les positions changent très, très rapidement. Donc, on ne parle pas ici de transactions qui ont pour but nécessairement d'investir pour aller chercher des dividendes. Hein. Tout se passe très, très rapidement. Dans une journée, vous avez un très, très grand nombre de transactions. Vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert? Bien, c'est non, on ne va pas chercher des dividendes, mais on essaie autant que possible d'aller chercher de l'information et d'en bénéficier, d'où la vitesse d'exécution, etc. Qui posera aussi certains problèmes lorsque, je vais y revenir, ça suscite même certains paradoxes qui sont bien connus, hein, qui ont été, notamment des gens comme Stiglitz, etc., avaient déjà relevé certains paradoxes qui existent déjà sur les marchés financiers. Bon, alors l'importance du trading haute fréquence, une étude de l'Organisme canadien de réglementation du commerce et des valeurs mobilières de janvier 2012 à juin 2013, le THF représentait, selon cette étude, 16 % du volume des transactions, 24 % de la valeur et du nombre de transactions au Canada. Aux États-Unis, le THF représentait autour de 50 % du volume. Sur les marchés européens, il constitue environ 35 % et puis la rentabilité du THF aurait un ratio de Sharpe. Bon, c'est une mesure de rentabilité qui est très bonne dans ce cas-ci de 4. Voilà. Et les revenus des firmes de THF se situeraient entre 1 et 2 milliards de dollars actuellement aux États-Unis. Ça a augmenté depuis parce que ces chiffres-là datent de 2013. Okay. Donc, c'est important, si vous regardez le volume des transactions, si vous regardez la part aussi des transactions qui sont faites par ce médium, ce mode de transaction, c'est considérable, c'est important. Okay? Les acteurs, maintenant. On va retrouver les mêmes acteurs que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aussi, encore une fois, des courtiers, des traders. Alors, bon, il y a des fonds de couverture, etc. Mais maintenant, il y a de manière très importante les analyses quantitatives, qu'on appelle les quants, qui sont évidemment nécessaires. Puisque le trading est automatique, il faut des gens qui conçoivent des algorithmes. Et derrière ces algorithmes-là, il y aura des modèles d'analyse, hein, des mouvements de prix, etc., puis éventuellement de détection de tendance, voilà, qui feront en sorte que la machine elle-même pourra être autonome, si on peut dire. Alors, les ingénieurs informaticiens sont évidemment présents aussi. Il y a des plateformes de négociation qui devront être informatisées, des fournisseurs de données, les médias, et bien sûr les autorités réglementaires. Bon, ça, c'est des acteurs qui sont standards, mais ceux-ci deviennent très importants, évidemment, dans le contexte. OK. Alors, pertinence du sujet, encore une fois, des firmes de trading et des banques installées dans la région de Montréal pratiquent le THF, par exemple Morgan Stanley, la Banque nationale du Canada,
Swift Trade Securities, Title Trading, SFJ Trading, Pointus, des firmes de THF américaines et britanniques comme Jump Trading, Citadel, Hudson River, Tower, transigent sur la Bourse de Montréal. Alors, Pointus, par exemple, transige, alors la vitesse, 20-25 millisecondes, alors que les traders plus rapides peuvent transiger à moins d'une milliseconde. Okay? Donc, oui. Ils sont venus nous voir, d'ailleurs, je pense. C'est une entreprise qui est dans le domaine, mais pas la plus rapide. Ils envoient 300-400 messages par transaction. Donc, ça concrétise un peu ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est comparable aux autres THF en termes de volume. Hein. Les positions sont tenues de 1 jour à 1 jour et demi, mais peuvent être modifiées pendant ce temps. Environ 80 de leur activité est consacrée aux actions, 10 aux options et 10 aux contrats à terme. Ça correspond à peu près aux autres firmes aussi. Il y a aussi une industrie québécoise de THF. Par exemple, Morgan Stanley développe ses propres logiciels de THF et de gestion de risque. Une de ses divisions, technologie, est basée à Montréal. La firme montréalaise Verticlear a développé un système de THF, puis il y a des agences de placement spécialisées aussi qui publient de nombreuses offres d'emploi en technologie de THF, le plus souvent pour des programmeurs. Et ça, vous allez voir plus tard, on fera aussi une recommandation à l'intention des programmeurs. Bon. Alors, le cycle d'une transaction électronique automatisée. Premièrement, des événements surviennent. Okay? Vous devez avoir en tête que tout ça se déroule très, très, très rapidement. Hein? Aucun humain ne peut faire ça. C'est beaucoup plus rapide que ce que peut faire le cerveau humain. Des événements surviennent, alors des changements sur les plateformes de négociation, des événements politiques, économiques, pouvant avoir un impact sur les prix. L'information est transmise aux opérateurs. Le système informatique de l'opérateur traite l'information et prend une décision de trading. Le système de l'opérateur transmet l'ordre à un courtier fournisseur d'accès direct. Tout ça est automatisé, hein, qui l'achemine vers une plateforme de négociation et la plateforme classe l'ordre dans son carnet et l'exécute lorsqu'il est priorisé. Voilà. Alors, évidemment, comme j'ai dit, tout ça présuppose une infrastructure technoscientifique, d'abord des technologies de calcul et de décision, c'est le grand rôle des quants, hein, des systèmes informatiques, et puis des systèmes physiques, hein, des technologies physiques de transmission d'informations, notamment avec la fibre optique. Okay. Alors, les stratégies sur ce marché-là, quelles sont les stratégies? Elles sont de plusieurs ordres. D'abord, celles qui sont classiques, hein, les stratégies qu'on appelle de tenue de marché, qui consistent, il y a toujours une fourchette de prix. Fourchette de prix, c'est l'écart entre acheter-vendre sur le prix on essaie d'en profiter, hein, essentiellement. Il y a les stratégies axées sur les rabais, qui sont un peu là-dessus. On procède de façon un peu différente. On essaie de susciter des fourchettes de prix dont on pourrait tirer parti. L'arbitrage, bon, ça, les gens du domaine de la finance connaissent très, très bien. Alors, et l'arbitrage de marché, c'est lorsque un actif donné va se transiger à un prix, un même actif se transige à un prix différent sur différents marchés. L'arbitrage entre actifs, c'est quand c'est différents actifs qui se rapprochent beaucoup, enfin, qui se ressemblent beaucoup, et qui peuvent se transiger, encore une fois, à des prix différents sur un même marché cette fois-ci. Voilà. Bon. Il y a des stratégies directionnelles. Alors, celles-ci sont importantes dans ce contexte-là. C'est des stratégies qui sont basées sur des prévisions qu'on fait. On essaie de détecter des mouvements et puis de dire, tiens, voilà, derrière ça, il y a des modèles hein, qui vont dire, voilà, la tendance est à la hausse, la tendance est à la baisse, on veut en profiter, on n'en profite pas, etc. Alors, il y a des stratégies, par exemple, qui sont légales, où on essaie d'aller voir, on envoie un ordre d'une certaine taille pour, en quelque sorte, voir si c'est tentant, etc. Sur le marché, ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement pour aller voir un peu s'il y a adhésion ou non hein, de certains investisseurs à ça, d'identifier des patterns. Là où ça devient un peu plus troublant, c'est les leurres. Hein, les leurres. Il y a toutes sortes de stratégies de leurres sur ces marchés-là qui sont informatisées. Plusieurs sont interdites maintenant. Alors, il y a ce qu'on appelle les bourrages d'ordre, par exemple. Un bourrage d'ordre, ce n'est pas vraiment un leurre en tant que tel, c'est-à-dire que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer tellement de commandes qu'on va, en quelque sorte, on espère engorger comment dire, les algorithmes ou les autres, de manière à ce que le temps qu'ils prennent, eux, pour traiter l'information qu'on leur a envoyée, ça nous donne un avantage, nous, et on peut y aller plus vite. Bon, c'est une façon de... Il y a des stratégies d'ordre trompeur. Ça, c'est interdit aussi. Là. Ça, on essaie d'envoyer un ordre, finalement, qu'on n'exécutera pas. Hein.
simplement pour, encore une fois, un peu manipuler le marché. C'est ces stratégies-là qui... Mais là, la réglementation va pouvoir s'en occuper, bien que, vu la vitesse à laquelle tout se produit, etc., il peut y avoir des problèmes de détection. Très, très bon. On ne sait pas, effectivement. Est-ce que c'est vraiment une stratégie de l'heure ou c'était une tentative? Très difficile de le savoir. Et puis, c'est pour ça qu'une de nos recommandations, d'ailleurs, vous allez le voir à la fin, porte sur la... Et ça, c'est très délicat. En fait, c'est une réglementation, c'est un point à considérer, je crois, porte sur la divulgation, enfin, aux autorités réglementaires de l'algorithme en question pour être étudié. C'est délicat. C'est très, très délicat. Puis on en a discuté beaucoup au niveau du comité de pilotage. Ça pourrait être évalué, ça. Bon. Parce qu'évidemment, c'est très... C'est proprietary, hein, c'est l'information, il y a toutes les questions de la propriété intellectuelle, etc. Mais ça se fait dans d'autres secteurs. Hein. Bon, les facteurs de développement du trading haute fréquence, hein, bon, bien sûr, hormis la technologie qui supporte cette activité-là, il y a eu des facteurs institutionnels, notamment les changements réglementaires, hein, les lois sur les banques, etc., les lois qui construisaient des cloisons étanches entre les grandes activités de la finance, par exemple banque et assurance, ou banquier d'investissement versus banquier simplement qui gérait l'épargne des gens. Alors, il y a des règlements aussi de l'Association canadienne des valeurs mobilières sur les systèmes de négociation parallèles qui ont évolué aussi dans le sens du trading haute fréquence. Il y a eu aussi ouverture, hein, autorisation de différentes plateformes de négociation maintenant. Plus que les bourses, il y a aussi d'autres plateformes maintenant qui sont autorisées. Alors, par exemple, aux États-Unis, les États-Unis compteraient maintenant 13 bourses et une quarantaine d'autres systèmes de négociation, d'accord, qui peuvent fonctionner. Ils sont légaux et ils n'ont pas les mêmes obligations que les bourses. Donc, ça introduit une certaine concurrence entre investisseurs. C'est dommage que ça soit coupé. Il y a la démutualisation des bourses aussi. Alors, c'est un peu une conséquence du point précédent. Quand vous autorisez différentes plateformes de négociation, bien forcément, vous exposez les bourses à une grande concurrence. Les bourses étaient autrefois détenues par les membres. Et puis, carrément, c'était des organismes à but non lucratif, et maintenant, elles le sont devenues. Par la force des choses, pour survivre, etc. Et du coup, ça introduit aussi, et on va le relever, nous, dans le rapport, peut-être certains conflits d'intérêts sur le développement de la technologie. Ils ont intérêt parce que, eux, leur rémunération provient souvent du volume qui est transigé, etc. Et donc, ça peut entraîner, bon, on va y revenir, une certaine frénésie au niveau du développement technologique. Bon. Évidemment, la diversification des instruments financiers, la complexification des marchés, l'informatisation des marchés, ça c'est important pour le trading haute fréquence, d'accord? Les transactions qui s'automatisent, trading algorithmique, donc, qui était derrière ça, l'informatisation des plateformes de négociation qui ont permis de réduire les coûts, hein, notamment les coûts de transaction. Tout ça n'est pas loin de là. Nous, on relève simplement des faits. La décimalisation, très importante aussi. Autrefois, les transactions, le prix était jusqu'à c'était un huitième. Hein, c'était la décimale, c'était un huitième. Donc, on pouvait transiger à, je ne sais pas moi, 10 $ et un huitième, une action. Maintenant, c'est au centième, hein, 0,1. Mais ça permet aussi, hein, parce comme on transige de très, très gros volumes en très peu de temps, le fait qu'on puisse décimaliser, qu'on puisse fractionner encore plus le prix, ben ça autorise encore plus de transactions. La diminution des coûts de transaction comme tels, donc enfin, avec l'informatisation notamment, hein, les coûts administratifs ont diminué. Certains coûts de transaction aussi, ont été réduits par les nouvelles réglementations. La demande pour la vitesse, ben ça c'est fondamental. C'est pour ça que je l'ai... Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'idée est que si vous observez, c'est toujours la même idée, si vous observez qu'un titre, et votre algorithme prédit que la valeur du titre va augmenter, continuer d'augmenter, vous l'achetez tout de suite. Puis plus vous l'achetez vite, bien, plus vous enregistrez des bénéfices. C'est ça l'idée, d'aller plus vite. Et la crise de 2008, là, je ne sais pas si on va voir le truc, oui.
Alors, c'est intéressant parce qu'alors que les marchés financiers s'écroulaient, les traders haute fréquence sont restés sur les marchés et ont continué de prospérer. Pourquoi ça, vous allez me dire? Parce qu'encore une fois, essentiellement, ce marché-là, c'est un marché d'échange d'informations. Et ça, l'échange d'informations, ça reste rentable, peu importe les fondamentaux de l'économie. Hein? Et je pense que c'est important de le relever là-dessus. OK. Alors, les effets du trading haute fréquence, là, on se rapproche de notre réflexion éthique. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que ça va? Arrêtez-moi si je vais trop vite ou si je dis des bêtises, surtout. D'accord? Voilà. Alors, les effets sur la qualité des marchés. Là, ce qu'il faut relever, puis j'ai mis des points d'interrogation partout, c'est que la recherche actuellement n'est pas conclusive du tout. Il y a de plus en plus de recherche qui se fait. La plupart des travaux sont récents et pas encore publiés dans des revues avec comité de lecture. Certains des travaux sont effectués au sein d'entreprises déjà impliquées, donc il y a toujours la question, puis ça existe dans d'autres domaines, hein, ce n'est pas spécifique à la finance, la question essentiellement de l'indépendance hein, des chercheurs, etc. Alors, les effets sur la liquidité, certaines personnes disent que oui, c'est très, très bien. D'autres personnes disent non. En fait, avec les effets de meute, hein, tout le monde bouge en même temps. Quand vous avez un flash crash, par exemple, tout le monde bouge en même temps, bien, ça fait en sorte que, bien, écoutez, non, il n'y a pas de liquidité. Au moment où on en a besoin, où on voudrait justement s'en servir, elle n'est plus là. Elle n'est plus là parce qu'il y a eu réaction en chaîne. Les effets sur les coûts de transaction. Certains coûts de transaction, effectivement, ont diminué, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment les coûts administratifs, les technologies. Mais par contre, les coûts technologiques deviennent importants. C'est des technologies très, très chères pour transiger sur ces marchés-là. Et les effets sur la découverte des prix, là, encore une fois, on touche un certain paradoxe. C'est que, normalement, ce qu'on voudrait, quand on parle d'allocation d'informations. Quand on parle de... Le prix, ça agrège l'information. Maintenant, quelle information? Normalement, il faut qu'il y ait des gens sur un marché, pour qu'il y ait des transactions, il faut qu'il y ait des gens qui détiennent des informations différentes. Pourquoi détiennent-ils ces informations différentes-là? C'est que, typiquement, ils ont fait un effort pour aller la chercher, cette information-là. Bon. Mais si on fait un effort pour aller la chercher, cette information, bien, ils doivent être un petit peu rémunérés pour. Le problème et le paradoxe, et ça a été relevé par Stiglitz et d'autres, hein, le problème de ça, c'est que tout va tellement vite. Tout va tellement vite que, ben, on peut se dire, bon, personne n'a intérêt à aller chercher de l'information parce que du moment où j'ai un peu d'information et que je dis, je pourrais peut-être bénéficier, ils vont me détecter tout de suite puis ils vont venir chercher ma rente. Je ne sais pas si je m'explique. Et donc, il y a un peu un paradoxe ici. Quelle est la valeur des prix là-dedans? Certaines personnes disent, il n'y a pas de problème avec ça. Là. Ça existe ailleurs en finance, c'est juste que tout va plus vite, mais ça existe ailleurs. D'autres disent, ben non. En fait, là-dedans, les prix ne sont pas vraiment n'agrègent pas beaucoup d'informations au fond. Il y a des tentatives au fond. Et vous comprendrez tout de suite, après ce que je viens de dire, pourquoi ceux qui détiennent un peu d'informations essaient de la camoufler. Par exemple, plutôt que d'envoyer un gros ordre, ils vont envoyer des petits ordres, des séquences de petits ordres comme ça, pour ne pas se faire détecter, pour aller chercher leur rente. C'est un peu... Là, je parle d'autre chose, mais il y a aussi... Est-ce que ça apporte de la valeur à la société, ça, ces choses-là? Hein, c'est des tactiques qui sont légitimes, on comprend, les acteurs de vouloir faire ça, mais ça ne contribue pas beaucoup à faire circuler l'information. C'est ça qu'on voudrait, au fond, dans le marché. Donc, il y a un petit peu, à ce niveau-là, certains paradoxes, et la littérature n'est pas conclusive. La littérature, il y a 3 grands champs de littérature là-dessus. On n'est pas en finance comportementale ici, qui est très populaire actuelle, parce que, rappelez-vous, tout est automatique ici. Ce n'est pas la finance comportementale qui compte. C'est très à la mode, mais ce n'est pas là que ça ne compte pas. L'analogie de la finance comportementale dans ce domaine-là, ce serait computational finance. OK? Il y a toute une littérature là-dessus, d'ailleurs, qui n'est pas nécessairement très, très connue mais en finance comme telle, mais computational economics, computational finance, c'est un domaine qui est à la croisée de l'informatique et de l'économie. Les gens font des simulations plutôt que des modèles analytiques. Et à ce niveau-là, ils vont étudier le comportement de différents agents qui sont un peu comme des robots et l'effet que ça peut avoir sur la volatilité, etc. C'est une littérature très intéressante qui a des conclusions mitigées. Bon, un autre domaine de littérature, bien sûr, c'est toute la finance de marché, théorique, et la finance de marché empirique, bien sûr. Alors, ces 3 littératures-là se penchent sur, évidemment, ce trading haute fréquence et n'ont pas de
conclusions actuellement, ben, c'est peut-être trop tôt aussi, mais de conclusions définitives. Alors, une des recommandations de la Commission est de pousser le plus possible. Ça va faire plaisir à certains de mes collègues de pousser le plus possible la recherche dans ce domaine-là pour qu'on comprenne un peu mieux les effets de l'activité. OK. Alors, l'effet sur l'efficience des investissements en technologie, oui, parce qu'effectivement, on se demande, on y reviendra, c'est un peu, est-ce que tous ces investissements-là, on veut aller de plus en plus vite, donc on construit des algorithmes, on veut aussi conserver sa rente. Lorsqu'on découvre de l'information, on croit avoir un léger avantage. Alors, ça suscite des investissements assez poussés en technologie, hein, à la fois en capital humain, hein, les cerveaux qui se penchent là-dessus, mais aussi au niveau des logiciels et des machines qui ne sont pas nécessairement... Bon, l'effet sur la confiance des investisseurs, ça semble aller. Ça semble aller, mais il y a eu des remises en question, surtout avec les différents crashs qu'il y a eu. Bon, c'est toujours un problème. Mais bon, actuellement, ça semble aller. Il y a aussi des facteurs pouvant déstabiliser le marché, comme les défaillances informatiques. Tous les programmes informatiques peuvent avoir des bugs. Ils peuvent être sujets aussi à des attaques. Ça, on ne l'a pas trop relevé dans le rapport, mais ça m'est venu à l'esprit quand j'y travaillais ce matin. Il pourrait y avoir des attaques informatiques. Okay, des attaques de virus, etc., qui seraient envoyées pour essayer en quelque sorte d'endommager hein, ou de nuire au traitement. Alors, bon, ça, c'est un gros problème, les questions de sécurité informatique, hein, qui est bien connu, puis qui ne relève pas nécessairement de ce champ-là, mais qu'il faut aussi relever, dont il faut tenir compte. L'interprétation de l'information par les machines, encore une fois, c'est là que souvent, c'est là que se joue la guerre, essentiellement. C'est... comment les machines interprètent l'information et éventuellement pouvoir essayer de l'interpréter plus vite que les autres, mieux que les autres, etc. Mais il peut y avoir évidemment des erreurs dans le traitement de cette information-là. Les interactions entre algorithmes, ça, c'est la finance computationnelle traite beaucoup ça. Quelles sont les interactions entre algorithmes? Et les résultats ne sont pas patents. Le caractère adaptatif des algorithmes. Nos experts nous ont dit qu'on n'est pas, on n'est pas encore même dans l'intelligence artificielle encore. Ça peut arriver, mais on n'est pas encore à ce stade-là. Les algorithmes restent des algorithmes assez mécaniques encore maintenant, complexes, mais mécaniques encore maintenant. Mais on veut éventuellement, bien sûr, que ça devienne des algorithmes d'apprentissage et qui s'adaptent au fur et à mesure, les marchés. Et là, on aura peut-être un autre rapport à vous présenter parce qu'à la Commission, on commence à se pencher sur... On vient de lancer donc un comité de pilotage sur l'intelligence artificielle. Mais évidemment, ça ne couvre pas que la finance, hein, ça couvre d'autres domaines. Bon, la propagation, l'accélération et l'amplification des mouvements de prix, encore une fois, bon, ça c'est ce qu'on parlait de stabilité, etc. Les influences ne sont pas... Pardon, les résultats ne sont pas concluants. Alors, ce que je viens de dire en résumé, les réflexions sur de nombreuses questions éthiques, notamment celles touchant à la justice distributive, parce que c'est ce qui nous préoccupe, entre autres, hein, sur une commission de l'éthique, les questions de distribution, de justice distributive. Et je vais y revenir tout à l'heure quand je vais énoncer un certain nombre de valeurs qui nous ont paru pertinentes ici. Alors, pour ce faire, pour réfléchir sur ces questions, on a besoin de s'appuyer sur des données probantes concernant les effets du THF. Or, la recherche, comme je viens de dire, sur les impacts du THF sur la qualité, la stabilité et l'intégrité des marchés est encore peu développée. Il y en a, mais les conclusions, les études peuvent être, comme je l'ai dit, soit théoriques, soit empiriques, soit basées sur des simulations. Les chercheurs ont recours à différentes méthodes pour tenter d'isoler les activités de THF des autres activités de trading, et l'effet du THF sur une même caractéristique de marché peut être étudié en fonction de différents indicateurs qui peuvent à leur tour être estimés à l'aide d'une variété de techniques de mesures différentes. Donc, ce manque d'uniformité explique en partie le manque de consensus sur les effets du THF. Et au niveau des modèles, on en arrive à un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup dans d'autres domaines, notamment, je travaille dans le domaine de l'environnement. Il y a, la plupart du temps, une pluralité de modèles dont il faut tenir compte quand on porte des jugements quand on essaie d'analyser une situation. Quand je dis une pluralité de modèles, c'est que vous voulez essayer d'étudier ou de simuler par exemple, la liquidité résultant d'une activité de trading haute fréquence, les résultats dépendront des hypothèses que vous faites dans le modèle, notamment, par exemple, sur l'information des agents qui sont dans le modèle, par exemple, l'information des traders. Selon les hypothèses que vous ferez, vous aurez des conclusions différentes.
Ça, c'est typique pas seulement de la finance, c'est typique dans l'environnement, c'est typique de la politique monétaire. On travaille sur quelque chose de complexe. Et donc, vous aurez de l'incertitude dans les modèles qu'il faut essentiellement apprendre à gérer dans ce contexte-là. OK? Dans le domaine de l'environnement, on fait souvent appel au principe de précaution. Ici, je pense qu'il est trop tôt pour trancher sur la question, mais c'est une question qui mérite d'être soulevée. Alors, les enjeux éthiques, est-ce que je vais bien au point de vue temps? Parce que, d'accord? Parce qu'il me reste quelques transparents, puis ensuite, peut-être qu'on pourra discuter. Alors, j'espère avoir expliqué, en termes probablement trop simples pour les uns et trop compliqués pour les autres, je ne sais pas, quand on n'est pas expert dans le domaine, ce que c'est que le trading haute fréquence. Les enjeux éthiques, bon, en voici quelques-uns. Ça, c'est les valeurs, parce qu'on parle de valeurs. Hein, quand on parle d'enjeux éthiques, il faut qu'il y ait différentes valeurs mises en cause et éventuellement peut-être un conflit entre ces différentes valeurs-là. Sinon, ce n'est pas intéressant. Je veux dire, si tout pointe dans la même direction, il n'y a pas lieu même de s'interroger sur une question comme ça. Mais ben, ce n'est pas le cas ici. Alors, la liberté, assurez-vous, ce n'est pas liberté, égalité, fraternité, mais liberté, égalité, intégrité. Voilà. Alors, la liberté, c'est la capacité de choisir et d'entreprendre des actions économiques et de rechercher la profitabilité. Ça nous apparaît légitime. Bon. Et puis, l'égalité, ça, c'est important. Et une autre valeur importante, donc on parle d'égalité formelle des chances. En matière dans l'application des règles, par exemple, on ne veut pas de discrimination, on veut que les gens aussi aient accès à la même information au départ. Hein, c'est sûr qu'il y a un avantage à un moment donné informationnel, certaines personnes le développent, mais on ne veut pas, par exemple, de délit d'initié, on ne veut pas de stratégie de ce style-là. L'intégrité, ça c'est important, puis comme je l'ai évoqué, elle n'est peut-être pas toujours respectée dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'on veut des fiabilités des informations sur les prix et les ordres, que les signaux soient véridiques et authentiques, bon, qu'il y ait un peu de stratégie, oui, mais encore là, quand on essaie de fausser le mécanisme, ça ne marche pas. Bon, l'utilité collective aussi, ça, c'est une valeur qui peut entrer en conflit même avec la liberté, en ce sens que, oui, on veut bien laisser la liberté, mais en même temps, il faut qu'il y ait une efficience dans l'allocation des capitaux. On l'a parlé dès le début, c'est le rôle des marchés financiers. Et il faut aussi que on essaie autant que possible de maximiser les bénéfices totaux, minimiser les coûts et les risques. Ça pose toujours problème. Quel critère au niveau social utilisez-vous? Hein? Est-ce que vous êtes utilitariste? Est-ce que vous êtes... Là, il y a beaucoup de discussions qu'on pourrait avoir aussi au niveau d'une commission de l'éthique, mais c'est important de poser la question. Et puis, la rétribution au mérite. Alors là, on s'attend à une rétribution positive pour un gain, négative pour un prêt, en fonction du travail, de l'effort et de l'habileté. Bon, ça présuppose l'égalité formelle et de l'accès à l'information et des chances. Et là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette espèce de paradoxe et tout va tellement très vite et on réussit tellement rapidement parfois à détecter des mouvements qu'il n'y a plus beaucoup de rétribution au mérite. Hein. C'est une rétribution basée sur... Enfin, ça dépend de quel mérite parle-t-on. Le mérite a été de développer un algorithme performant, d'accord, mais peut-être pas d'aller chercher de l'information et puis d'enrichir en quelque sorte, d'améliorer l'allocation des capitaux, parce que c'est ça qu'on attend d'un marché financier. L'allocation des capitaux se fasse bien ou le partage des risques soit bien géré. OK. Alors, deuxièmement, les enjeux d'équité, je les ai soulevés. Alors, d'équité concurrentielle, hein, ça, c'est standard. Là, on peut relever peut-être un acteur, une plateforme qui est autorisée maintenant, ce qu'on appelle les dark pools dans les marchés opaques. Ce sont des systèmes de négociation parallèles qui ne rendent pas publique l'information sur les ordres ou l'identité des courtiers. Alors, cela permet, par exemple, à des investisseurs institutionnels d'effectuer de grosses transactions sans devoir les cacher en les découpant en petits ordres. Or, des marchés opaques auraient vendu à des HFT de l'information sur les ordres envoyés vers leur plateforme de manière à ce que les opérateurs de haute fréquence puissent les devancer. Vous voyez un peu? Alors, c'est une manœuvre qui n'est pas explicitement illégale aux États-Unis, mais les firmes qui l'ont pratiquée, donc Sigma X, c'est Goldman Sachs, LX, c'est Barclays et tout ça, font actuellement l'objet d'enquête de la part du procureur général de New York. D'accord? Bon. Alors, ça ressemble un peu à une forme de délit d'initié. Si vous envoyez de l'information, normalement, hein, vous avez des gens qui vous ont confié l'information, bien, vous la transmettez à d'autres afin que
ceux qui vous ont transmis l'information se fassent devancer. OK? Et c'est pas... ça fait partie des enjeux, justement, d'égalité. Ça peut, par contre, être réglé par la réglementation. Le problème de la réglementation ici, c'est que tout va tellement vite. Tout va tellement vite et le volume est tellement grand, etc., qu'il est très, très difficile de détecter. Et puis, le régulateur ne peut pas intervenir au moment où ça se produit. Puis quand il intervient, souvent, c'est trop tard, ou d'autres ont réagi en faisant la même chose, etc. Donc, en fait, il faut voir les choses plutôt en amont. Et c'est là que peut-être qu'on a mis le plus le doigt, c'est justement dans la conception des algorithmes, etc., et dans tout ce qui précède, l'activité du trading haute fréquence comme telle. Voilà. Ah oui, ça c'est important aussi, les enjeux d'équité dans la distribution des risques, des coûts et des bénéfices. Qui supporte quoi? Alors, le risque, c'est le risque systémique. Vous avez des réglementations, par exemple. Hein? J'en ai un exemple ici. Hein? Une réglementation de l'Agence canadienne des valeurs mobilières et de l'Autorité des marchés financiers au Québec. Alors, elle veille à ce que les systèmes automatisés de production d'ordre soient soumis à des tests conformes aux pratiques commerciales prudentes. Donc, ça existe dans la réglementation, ces choses-là. Il s'agira éventuellement de les renforcer. Mais les systèmes automatisés de production d'ordre, ça comprend le matériel, le logiciel, etc. Quand on parle éventuellement de veiller à ce que les algorithmes soient intègres, hein, les algorithmes qui sont conçus, etc., mais au fond, c'est cette réglementation-là dont on demande le renforcement. Hein? Pardon, je sais pas si, je peut-être. Quand on parle de distribution des risques aussi, il y a toujours le risque systémique aussi qui est à considérer. Il y en a, mais on n'a pas vu de crash provoqué par le trading haute fréquence, de répercussions sur d'autres domaines, mais ça peut éventuellement. C'est très difficile, la question du risque systémique. C'est très difficile à saisir, à réguler. Hein? Bon, vous connaissez tous les accords de Bâle 3 maintenant. Hein? On essaie Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3. On essaie essentiellement, il y a une imperfection de marché. Hein? Pour parler le langage d'économiste, le risque systémique, c'est une imperfection de marché parce que c'est une externalité dont ceux qui le génèrent n'en paient pas le prix de ce risque-là. Une externalité sur des gens qui doivent assumer ce risque-là sans le vouloir et sans être compensés pour. Hein? C'est comme, voilà. C'est une imperfection de marché typique. La solution aux imperfections de marché, du point de vue de l'économie, c'est toujours de dire, il faut réguler. Maintenant, le problème, c'est que comment vous mesurez ce risque systémique-là? La recherche est en cours. Il y a des travaux qui sont très intéressants qui sont faits, notamment par des gens comme Daron Acemoglu au MIT. Mais appliqué au trading haute fréquence, il y a très peu de choses sur le risque systémique qui pourrait éventuellement être engendré. Ça fait partie des enjeux d'équité, bien sûr, la distribution des risques. Alors, je vais vous donner un exemple exceptionnellement dans notre rapport, vu le fait qu'on marche sur pas mal d'incertitudes, etc., on est beaucoup moins hardi que dans d'autres rapports où on a évalué, par exemple, des technologies dans le domaine de la santé ou de l'environnement. On a en fait deux types de conclusions. On a carrément des recommandations, et puis on a ce qu'on appelle des points à considérer. C'est une innovation de la commission de l'éthique. Si vous êtes familier avec les travaux, les rapports, ça va être une innovation. Les points à considérer, c'est qu'on essaie de mettre le doigt sur des questions qui nous apparaissent importantes et qu'il faudrait creuser. Et qui va creuser ça? On s'adresse, comme vous le voyez, on s'adresse, dans toutes nos recommandations, même les points à considérer, on s'adresse toujours à des entités. D'accord? Je ne l'ai pas dit au début, mais en fait, quand on démarre quelques projets, quelque avis que ce soit, quelques projets d'avis, on se pose la question toujours, mais qui seront nos interlocuteurs? Est-ce que... alors, dans ce cas-ci, c'est évidemment les autorités réglementaires, hein, l'AMF, et puis l'Agence canadienne, hein, la CVM, et d'autres entités. D'autre part, éventuellement, oui, les acteurs sur ces marchés-là. Et puis aussi, ce qu'on aimerait bien faire, c'est éventuellement, puis c'est bien qu'on présente ici, les formateurs, les business schools, etc., qui pourraient éventuellement, c'est un peu la mission de la commission, aussi le mandat d'essayer de s'adresser aux formateurs. Voilà.
Le rapport aussi, je l'ai oublié de le dire, le rapport, il doit paraître en juin. Une version ensuite en anglais sera éventuellement émise, publiée au début de l'automne prochain. Je pense que c'est assez nouveau dans ce domaine-là de traiter la finance technosciences, en particulier le THF, vu sous l'angle éthique comme on le fait. D'accord? Donc, on voudrait que ça soit lu aussi, donc éventuellement avoir un impact outre-frontière du rapport. Alors, les points considérés. J'ai presque terminé ici. J'ai encore deux diapos. Juste pour vous donner un exemple, parce que ce ne sont pas tous les points à considérer, ni toutes les recommandations qui sont contenues à la fin du rapport. Et encore une fois, on serait intéressé de vous écouter parce qu'il y a d'autres recommandations qui vont sans doute s'en venir à mesure que les commissaires digèrent le rapport. D'accord? La Commission croit important d'attirer l'attention des organismes de réglementation, vous voyez, auxquels on s'adresse, sur le fait d'être proactif dans la recherche et la veille sur des nouvelles stratégies de trading potentiellement abusives et manipulatrices, parce qu'il n'y a pas de limite à l'ingénuité humaine, et il faudrait essayer de prévenir sur ces choses-là, des mécanismes de détection aussi, éventuellement. Tout ça exige quand même de s'y intéresser, de s'assurer d'avoir les ressources humaines et technologiques nécessaires à la réalisation de la surveillance et de la veille en ce qui concerne l'abus et la manipulation de marché. Plus facile à dire qu'à faire dans ce contexte-là. C'est une recommandation, un point à considérer, un peu standard. Deuxièmement, là, c'est carrément une recommandation. La Commission recommande aux organismes de réglementation de mettre en place un système de dépôt et d'archivage des algorithmes de THF utilisés sur les plateformes de négociation canadiennes. Cela leur permettrait d'analyser les codes des algorithmes en cas de présomption d'abus ou de manipulation des marchés. Comme j'ai dit, ça, c'est une très grosse recommandation. On s'avance. Ce n'est pas encore approuvé par les commissaires. Je mets ça, c'est actuellement dans le premier texte du rapport. Il y aura sûrement des discussions à ce niveau-là et nos experts vont sûrement nous dire, écoutez, nuancer, etc. Mais si vous voulez prévenir certaines choses, c'est probablement Alors, c'est fait dans d'autres domaines, quand on parle de soumettre des algorithmes, etc. Bon, il y a d'autres domaines qui sont hautement réglementés, comme, qu'on parle des industries pharmaceutiques, qu'on parle de l'aéronautique, etc. Bon, ben, il faut homologuer tout ça et les entreprises le font. Bon, est-ce que ça peut être fait dans ce domaine-là? La question se pose, mais en tout cas, ça pourrait faire l'objet d'une recommandation. Ce qui nous paraît une recommandation, vraiment, si on veut opter pour vraiment une approche très, très préventive, c'est probablement la recommandation qui est la plus forte. Un autre point à considérer, la Commission croit important d'attirer l'attention des informaticiens et informaticiennes sur l'opportunité de constituer leur propre ordre professionnel avec un code de déontologie précis et adapté à leur profession. Ça, c'est nouveau. On pourrait peut-être même en faire carrément une recommandation de ça. Alors, la Commission croit important d'attirer l'attention des organismes réglementaires sur l'opportunité de développer des règles de bonne pratique destinées aux programmeurs et codeurs d'algorithmes œuvrant dans le domaine de la finance. Donc, responsabiliser en quelque sorte davantage des acteurs là-dessus. C'est peut-être moins coûteux de faire ça que de demander la divulgation carrément des algorithmes. Bon, il faudrait voir. Un autre point à considérer parmi encore une fois l'ensemble de ceux qui sont à la fin du rapport, puis je vais terminer là-dessus. La Commission croit important d'attirer l'attention des organismes de réglementation sur le phénomène de la fameuse surenchère technologique là-dedans. La Commission invite les organismes de réglementation, les plateformes de négociation et les chercheurs à poursuivre la réflexion sur la pertinence de mettre en place, sur les plateformes de négociation, des mécanismes permettant de ralentir légèrement la vitesse de transaction, par exemple. Est-ce qu'on essaie de... Bon, alors, ça va un peu plus loin, puis c'est un peu plus fin que la fameuse taxe Tobin, là, qui est suggérée par tout le monde. On essaie d'être un peu plus... de contribuer un petit peu plus. Écoutez, des actions visant à limiter la vitesse, il y en a déjà eu. J'ai parlé sur la bourse de New York, par exemple, les câbles de fibre optique doivent avoir une taille minimale. C'était pour que la valeur derrière ça, la valeur éthique, c'était l'égalité des chances. Donc, même si vous êtes situé plus près de la bourse de New York, vous n'aurez pas une vitesse de transmission plus rapide que si vous êtes un tout petit peu plus loin, parce que votre câble, vous devrez le rallonger de toute façon. Ça fait partie un peu de ce genre d'approche. On essaie de réduire la surenchère technologique, justement, au nom, ici, de l'égalité des chances. Voilà. OK? On essaie autant que possible de ne pas être idéologique, mais de voir un peu quelles sont les valeurs qui pèsent ici et quels sont les dilemmes qui se posent éventuellement de pas toujours trancher. Parfois, c'est pas toujours tranché, c'est au régulateur de le faire, mais en tout cas de mettre de mettre le doigt sur certains problèmes éventuels. Voilà.
Alors, ben écoutez, merci de votre attention, puis à l'avance pour vos questions et remarques, si vous en avez. J'espère que ça vous a intéressé. Merci.